Bonjour, je suis Johanna Aouzi, coach professionnelle et cofondatrice de Lumanae. Et vous écoutez le podcast Coach Toujours, tu m'intéresses. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir des femmes et des hommes qui ont en commun d'écouter, d'aider, d'orienter et surtout de coacher. Ils observent, analysent, comprennent, interrogent et guident des personnes qui leur font confiance pour déposer, partager, s'alléger, prendre de la hauteur et apprendre à mieux se connaître. Ils excellent dans l'art du questionnement et dans l'écoute sans jugement. Ensemble, nous discutons de leur parcours de coach, des méthodes qu'ils utilisent, d'un coaching qui les a marqués et de la façon dont leur approche a changé les choses pour leur coacher, voire pour eux-mêmes, pour se développer et rayonner. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une invitée au parcours inspirant, hybride et profondément humain, Shana Roy. Bonjour Shana. Bonjour Johanna. Alors Shana, je vais te présenter parce que j'ai l'habitude de le faire. Tu es canado-française, issue d'une famille d'entrepreneurs et depuis le début, ce sont les relations humaines qui te passionnent. Tu démarres ta carrière comme psychoéducatrice, métier que tu as pratiqué au Canada, en France et en Angleterre, avant de faire le grand saut vers les RH où tu ne fais pas les choses à moitié. Tu as exploré des environnements aussi riches que variés, usines, hôtellerie de luxe, R&D, start-up, scale-up ou encore groupe du CAC 40. Chez Danone, Talentsoft ou plus récemment chez Swile, tu as occupé des rôles stratégiques jusqu'à devenir Chief People Experience Officer, rien que ça. Mais ce que j'admire particulièrement, c'est ta capacité à mêler l'opérationnel, le stratégique et l'humain. Depuis près de 10 ans, tu accompagnes les dirigeants, les C-level, les VP dans le cadre de coaching exigeant mais bienveillant. Tu connais les enjeux de ces rôles, l'impact qu'ils impliquent et aussi leur solitude parfois. Et c'est là que tu interviens pour offrir un espace de recul, de clarté et de transformation. Ton approche est plutôt directe, merci Canada, mais toujours ajustée. Tu aides chacun à trouver son propre style de leadership, à se réaligner, à mieux communiquer et à maximiser son impact sans se trahir. Et ce que j'adore dans ta vision, c'est ce mélange de profondeur et de légèreté. Oui, on peut travailler sur soi, avancer, changer, tout en riant et en restant humain. Et donc, bienvenue dans Coach Toujours, tu m'intéresses, Shana. Merci Johanna. Alors, est-ce que la façon dont je t'ai présentée te convient et est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ? Non, c'est très bien. C'est un exercice que je trouve toujours difficile à faire moi-même, donc c'est parfait. Tout est validé. Très bien. Bon, merci. Ma première question, c'est de savoir comment tu as découvert le coaching pour la première fois. Pour la première fois, c'était de manière pas très structurée, c'est-à-dire quand je repense à mon enfance, tu vois, c'est ça qui revient. Donc, c'était pas le coaching qui était nommé comme tel, mais très jeune, en fait, j'attirais les gens très simplement. Ils venaient à moi, me parlaient. Je me retrouvais souvent avec des adultes qui venaient me dire des choses qui me dépassaient quand j'étais jeune, que je trouvais pas toujours simple à vivre, en fait. Mais je me rends compte aujourd'hui que c'était le début pour moi d'une posture de coach, avec une grande écoute, parfois quelques questions. Et ensuite, tu l'as dit, j'ai choisi donc la psychoéducation. Ouais. Et finalement, la psychoéducation est très tournée sur le futur, sur l'action, sur le regard sur l'ensemble du système, la compréhension de ce qui s'y passe pour ensuite se mouvoir vers le futur, faire des choix et mettre des choses en action. Donc, assez proche finalement du coaching aussi. Et c'est après finalement tout ça, où quand j'étais chez Danone vers 2010, j'ai commencé à avoir des coachs débarqués. Et je vais être complètement transparente avec toi. Au départ, je me disais... Wow, c'est des formations courtes. Moi qui venais d'une formation beaucoup plus longue, universitaire, scientifique, psychosociale, mais et donc ça me posait question quand même. Je me disais, est-ce que c'est robuste? Et je le partage parce que je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent se demander aujourd'hui. Et en même temps, je voyais l'impact que ça pouvait avoir sur des individus et des collectifs. Donc, ça suscitait quand même ma curiosité à ce moment-là. Et c'est là où j'ai décidé d'aller me former pour aller voir ce que c'était et finalement aussi d'ajuster ce que je faisais déjà, parce que moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être psychoéducatrice adaptée à l'entreprise.
Finalement, moi, c'est souvent comme ça que je l'exprimais. Donc, d'aller vérifier finalement si le geste que j'avais envers les individus ou les collectifs était dans un cadre OK pour l'entreprise. Est-ce que j'allais, pas vers la psychoéducation, mais plutôt tourner vers le futur, la structuration, ainsi de suite. Donc, le coaching m'a permis d'aller vérifier un peu tout ça. Mmh. Donc en fait, en tant que RH, tu es intéressée par le coaching un peu de loin et tu dis, mais pour comprendre un peu de quoi il s'agit et comment ils font, quelle est la magie du coaching, je vais me former. Exactement. Ben, j'accompagnais déjà, moi, finalement, Oui. les individus et les collectifs. Il y avait beaucoup de réorganisation, d'accompagnement. Et c'est là où je me suis dit, ben, peut-être d'aller chercher un cadre de référence dans ma pratique pourra ben, finalement étoffer mes compétences. Et l'arrivée de certains coachs externes qui sont arrivés, je me suis dit, ben, ce serait intéressant, oui, d'y plonger un peu plus pour moi en tant que RH dans ma posture. Et aussi lorsque je suis celle qui va orienter des coachs pour des individus ou des collectifs, mieux comprendre ce qui s'y joue et comment bien choisir aussi un coach. D'accord. Et toi, donc tu décides de devenir coach et qu'est-ce qui te fait passer ce cap de cette envie de devenir coach? Enfin, maintenant, ça fait 10 ans que tu es Oui, coach. tout à fait. Ça fait près de 10 ans. Ben, je pense que cette curiosité, cette autorisation finalement que ça allait me donner ou m'affranchir moi de oui, Shana, tu peux continuer à accompagner en tant que RH des individus, des collectifs, en ayant ce cadre de référence et en dépassant pas finalement, en restant vraiment dans une posture de coach et pas de psy. C'était un peu la crainte par mon background en fait. Oui. Mais finalement, je suis juste allée vérifier quelque chose que je faisais déjà, mais en étoffant mes pratiques, mon regard, ma prise de recul sur le sujet. Donc, ça a été une période qui a été très stimulante pour moi aussi, pour créer mes modèles, tenter des choses. Et j'avais un super terrain de jeu pour mettre tout ça en pratique, puisque lorsque je me suis formée, j'étais en entreprise. Donc, j'utilisais aussi mon environnement pour mettre en œuvre mes compétences. Et donc, toi, tu étais RH à ce moment-là. Oui. Et est-ce que tu as été coach interne ou Oui, j'étais coach interne pendant quelques années d'individus et de collectifs dans des périmètres qui n'étaient pas les miens aussi. Donc, à l'international, par exemple, ou en France, mais dans des équipes autres pour s'assurer qu'il n'y ait pas non plus de mélange des genres. Oui, ça a du sens. Et, et donc, comment tu exerces depuis 10 ans ce coaching? Parce que, en fait, ça fait peu que tu es Ouais. indépendante, mais tu étais en entreprise jusqu'à présent. Oui, tout à fait. Ben depuis c'est ça, presque 10 ans en fait, j'ai toujours exercé en plus finalement de mon rôle RH. Il y a le côté un petit peu intégré dans la posture RH avec, je pense, l'aspect plus d'écoute active, savoir reformuler, savoir, toutes les compétences du coach qui permettent de toute façon de faciliter la communication, avec les gens ou les équipes. Donc ça, c'est sûr. Et après, que ce soit dans mes équipes à moi ou parfois, oui, sans rentrer dans un coaching à proprement dit, la posture de coach a pu être utile pour développer mes équipes. Ou dans des environnements où je coachais directement des individus ou des collectifs qui n'étaient pas dans mon périmètre. Donc finalement, ça fait partie de mon quotidien depuis plusieurs années. Et même avant, j'ai envie de dire, parce qu'avant d'être certifiée coach, comme je te disais tout à l'heure, j'étais pour moi psychoéducatrice en entreprise. Donc, j'ai pas vu un énorme changement, pour être totalement honnête, pour moi. Je suis allée me rassurer, mais c'est déjà quelque chose que je faisais. Et tu parles de posture de coach. Qu'est-ce que c'est pour toi la posture de coach? Et parce que tu dis que tu avais cette posture-là alors que tu étais RH, ça apporte quoi? Mmh. Je pense que ça apporte, et c'est intéressant que tu me poses la question parce que dernièrement, j'ai une personne que j'accompagne qui m'a fait ce retour-là, qui n'avait jamais été coachée et qui m'a dit: «Ah, c'est étonnant, je m'attendais pas à ce qu'on soit au même niveau de partenariat». Et pour moi, c'est ça le coaching. C'est, on n'est pas dans un rôle, dans un statut, et c'est pas quelque chose que j'aime de toute façon, être dans un rôle, dans un statut, donc ça me va bien. Où on est en échange avec la personne, en écoute, pas en train de préparer des réponses, mais vraiment en accueillant ce qui s'y passe en fait et en parfois reformulant,
en aidant la personne à prendre la perspective, en faisant des liens entre certaines choses pour parfois aider la personne à y voir plus clair. Mais donc, pour moi, la posture coach, c'est ce qu'on dit en coaching, c'est une posture basse. On n'est pas en train d'avoir une position supérieure à l'autre. On est vraiment humain à humain. On est en train d'échanger et d'éclairer certaines choses. Oui, c'est intéressant que tu le rappelles parce que c'est vrai qu'en coaching, on a une position basse, comme tu le dis. Et donc, on n'a pas ce rôle ni de conseil, ni de mentor, mais vraiment d'humain à humain. C'est Oui. beau, c'est gentil. C'est vraiment ça. Ok. Et si on te parle de coaching, est-ce qu'il y a un film ou une musique qui fait écho par rapport à Ouais. ça? Il y a un film, clairement, bon, c'est un film que j'adore, que je trouve de toute beauté, c'est Will Hunting. Film avec Matt Damon, Robin Williams et Ben Affleck. Donc, de grands acteurs, mais au-delà de ça, donc peut-être je rappelle rapidement l'histoire, hein, c'est Matt Damon qui est un jeune qui travaille comme concierge au MIT, hein, pas par hasard. Donc, il est doué en mathématiques avec une grande mémoire et il va répondre à un calcul sur un des tableaux des couloirs qui est très, très compliqué. Et un professeur va voir Matt Damon et s'ensuit finalement ce professeur qui veut développer son potentiel de mathématiques. Mais ce jeune-là a aussi des problèmes de comportement, a eu une enfance difficile. Et donc, il va commencer à être accompagné par un psychologue. Donc déjà, ce que je trouve intéressant de voir, c'est que on va voir Matt Damon manipuler plusieurs psychologues avant que Robin Williams arrive. Et pour moi, ça, c'est assez typique. Donc, j'ai accompagné en tant que psychoéducatrice beaucoup de jeunes contrevenants. Donc, pour moi, ça m'a ramené à ça aussi, à mon passé. Et aussi, aujourd'hui, j'accompagne pas mal de neurodivergences, d'atypies. Et ils ont, comme Matt Damon le fait avec plusieurs psychologues, cette habileté à tester l'interlocuteur finalement pour voir est-ce qu'on va me laisser aller, est-ce que je peux emmener la personne où je veux. Donc ces deux choses-là, même si aujourd'hui j'ai pas de jeunes contrevenants ou de délinquants, qui sait, mais souvent on en rigole quand j'échange sur mon parcours. Il y avait ces deux points-là déjà communs et donc il va se retrouver avec Robin Williams qui va commencer la thérapie. Donc c'est de la thérapie, donc bien sûr ça me parle parce qu'il y a certaines scènes où on voit une posture plus de coach, mais bien sûr, la thérapie, le coaching ne sont pas... c'est pas la même chose, en fait. C'est deux choses différentes. C'est important de le comprendre. Et on voit un Matt Damon donc, qui intellectualise beaucoup. Il sort toutes ses connaissances. C'est finalement sa protection à l'émotion. Il bloque l'émotion complètement. Et il y a une scène où ils sont dans le parc parce que Matt Damon a été hyper confrontant avec Robin Williams sur une peinture qui était la peinture de sa femme qui est décédée, en fait. Et ça l'a chahuté, en fait. Ça a chahuté Robin Williams. Et donc, il va le recevoir au parc pour finalement lui exprimer tout l'impact que ça a eu émotionnel sur lui, mais aussi tout le bonheur, toute la tristesse, toutes les émotions qu'il aura vécues dans sa vie pour plein de raisons et que Matt Damon ne vit pas parce qu'il se bloque de ça. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment une belle scène de coaching dans le sens où il partage une émotion, quelque chose qui est là, mais qui est caché derrière son mécanisme de défense où il intellectualise tout. Et c'est à partir de ce moment-là que l'alliance, la vraie relation de confiance va se créer et où il va avoir beaucoup de partage. Et donc, à plusieurs reprises, il va partager sa propre émotion pour la faire vivre aussi à Matt Damon ou qui voit certaines similitudes pour l'encourager à parler sur tout ça. Ça me fait penser à la conversation qu'on vient d'avoir juste avant le podcast où le coach, en fait, a souvent besoin de se mettre à nu pour pouvoir permettre l'autre d'y voir plus clair sur lui et d'être à nu également. Complètement. Et pour que ce soit clair pour les auditeurs, donc mettre à nu, hein, c'est une image. Bien sûr. Mettre à nu dans le sens où c'est vrai que pour moi, le métier de coach, c'est un super métier qui est exigeant aussi. Je pense qu'on oublie souvent de parler de l'exigence où il y a le développement continu, la supervision, par la supervision et d'autres aspects, mais il y a aussi le travail sur soi, en fait. Ça passe par le travail sur soi. On ne peut pas, selon moi, accompagner des gens dans des situations difficiles si nous-mêmes, on n'a pas traversé certaines choses, vécu certaines choses.
et affronter un peu nos propres démons, finalement. Absolument, ouais. Donc, il y a un travail personnel qui est un peu infini parce que la vie nous amène plein d'événements et qu'il y a des choses qui se réveillent à certains moments. Et le fait de travailler avec quelqu'un, une personne qui est coachée, va aussi réveiller certaines choses ou appuyer sur certaines choses. Donc, il faut avoir la conscience de qu'est-ce qui m'appartient à moi, qu'est-ce qui appartient à l'autre personne. Et ce que je disais, pas dépasser la frontière, en effet, du coaching, c'est-à-dire, on va voir certaines choses en coaching, mais on n'ira pas nécessairement creuser les racines profondes du pourquoi. On va le prendre en compte pour le réintégrer dans la situation de la personne, parce que c'est un élément important, mais sans aller faire la psychothérapie. Donc, on va plutôt l'utiliser comme, OK, c'est là, on l'a. Qu'est-ce que ça peut générer comme émotion? Qu'est-ce qu'on en fait maintenant pour mieux avancer? Et c'est ça la grande différence entre la thérapie et le coaching, Oui, finalement. tout à fait. Ouais. Exactement. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire d'un coaching qui t'a marqué en expliquant quelle était la demande initiale, comment s'est déroulé le coaching au cours des séances et avec quoi la personne est repartie à l'issue du coaching? Oui, très bien. Je réfléchissais parce que avant de répondre sur un cas bien précis, je vais amener quelque chose qui est plus général à mes coachings. Moi, ce que je vois systématiquement, mais vraiment, c'est que lorsque je travaille la première séance avec la personne que j'accompagne, avant la tripartite, donc la tripartite, c'est le rendez-vous qu'il y a avec le manager, la personne qui coach et le coaché, en fait, les 3 personnes, pour partager les objectifs et les indicateurs un peu de succès. Et donc, avant cette première réunion à 3, je vois la personne que je vais accompagner pour travailler les objectifs de coaching et les indicateurs. Et donc, on n'est pas dans une séance classique de coaching, mais moi, je suis déjà en posture de coach et beaucoup de choses ressortent là. Et à ce moment-là, souvent, je vais commencer à faire des liens ou juste reformuler, recadrer, resynthétiser. Et ça reste toujours impressionnant pour moi de voir les effets wahou à chaque fois de ces moments de « Ah oui, c'est ça » ou « Ah, ça génère l'émotion parce que pour une fois, je me sens compris. » Juste en reprenant ce qu'ils me disent, en étant vraiment en écoute qualitative avec eux et en résumant un peu ce qui s'y passe et en dépassant le superficiel. C'est-à-dire, souvent, la personne coachée va arriver avec des objectifs... ils ne souhaitent pas que les objectifs soient superficiels, mais ils vont me donner finalement la face visible, en fait. Et je leur dis, on va gratter un petit peu quand même pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a vraiment et c'est quoi le vrai sujet derrière tout ça pour aussi avoir des indicateurs qui vont être pertinents. Donc, je suis toujours assez bluffée et aussi, c'est assez fréquent d'avoir des dirigeants, en tout cas pour moi, les personnes que je vais avoir, qui vont un peu à la Will, finalement, comme dans Will Hunting, qui vont arriver avec un partage de situation très intellectualisé, très cérébral. Mais parfois, ils m'amènent des bombes en me disant ça de manière très calme, très posée, j'apporte l'information. Et donc, j'utilise l'impact émotionnel que ça a sur moi aussi pour leur partager, pour qu'ils se connectent à leurs émotions en disant, écoute, je t'arrête juste 2 minutes. C'est énorme. Tout ce que tu viens de me partager, moi, ça me fait ressentir de la colère ou ça me fait ressentir de la tristesse. Et ça, ce que ça fait pratiquement toujours, c'est que ça les connecte à leur propre émotion, où souvent, ils n'ont même pas pris le temps de l'accueillir, en fait. Donc ça, c'est de manière assez systématique. C'est ce que je vois dans le début de mes coachings qui me marque toujours. Je trouve que c'est toujours un beau moment qui crée l'alliance forte. Et ça reste toujours le fil conducteur, finalement, de tout ce qu'on se dira dans les séances suivantes. Est-ce que c'est ta façon à toi parce que tu parles d'objectifs directement, c'est en fait, on dit qu'en coaching, la demande initiale est fondamentale et en fait, souvent, la demande que la personne va formuler n'est pas la demande réelle et ça correspond un peu à ça. Exactement. Ouais. Oui, exactement. Et entre parfois ce qu'on a pu leur dire, ce qu'ils ont entendu sur tu dois travailler tel sujet, ton leadership, ou ainsi de suite. Mais finalement, ça peut rester des mots assez bateaux si on ne rentre pas un peu plus dans qu'est-ce que ça génère. Et finalement, de toucher au cœur de ça. Souvent, les gens vont me dire, j'ai l'impression que j'avais un paquet de nœuds dans ma tête, c'était embrouillé, et là, ça s'est éclairci finalement. Je suis partie avec plein de sujets, et là, c'est clair. Je sais c'est quoi le cœur du sujet, et on va travailler là-dessus. Donc, il y a un mix d'émotions qui vient, mais émotion on reconnaît, et quelqu'un sait mettre les mots sur ce que je vis, donc je me sens reconnue dans ce que je vis,
et on va ensemble avancer pour atteindre les objectifs visés, en fait. Donc, un mix de parfois presque tristesse et de joie de se dire, ben oui, on y va, quoi. On le reconnaît, mais maintenant, on va y travailler. C'est pas une fin en soi. On peut faire évoluer les choses. Et là, tu crées une vraie connexion pour pouvoir Tout à fait. créer une alliance. Exactement. Une alliance créée toujours fortement au début. En tout cas, pour moi, c'est assez remarquable. Et sinon, sur mon exemple, ce qui m'est venu, c'est que j'avais un jeune dirigeant qui venait d'être promu et qui était brillant, hein, c'est le cas de tous, brillant, donc tout se passait bien. Donc, c'était un coaching pour vraiment l'accompagner à être encore plus dans une posture stratégique de leader et un peu moins opérationnelle. Et ce jeune homme avait toujours l'impression un peu d'être étriqué dans un cadre, dans une boîte qui n'était pas nécessairement la sienne, mais s'autorisait pas nécessairement à en sortir non plus. Donc, il voyait un peu autour de lui en se disant, ben, je dois me comporter comme ça, je dois faire ça, mais pas complètement authentique. Et il se sentait pas complet, en fait, dans ce qu'il faisait. Et en parallèle de ça, il me parlait de sa joie et son épanouissement à danser. Il adorait danser. Il disait que ça le mettait vraiment de bonne humeur, complètement ouvert, rayonnant, connecté aux autres. Et à un moment donné, j'ai utilisé la métaphore justement de la danse en disant, mais comment tu pourrais amener cette danse dans ton milieu professionnel, en fait. Et ça aussi, je trouve que c'est la magie du coaching, c'est qu'on ne sait jamais l'impact qu'on a complètement sur l'autre. Ça se passe à l'intérieur de l'autre. Mais cette image-là, pour lui, a été un déclic de « OK, oui, je comprends qu'il y a une partie de moi que je n'emmène pas au travail et j'ai le droit de l'emmener. » C'est comme si je l'autorisais à considérer, amener l'ensemble de qui il était, sa joie, sa bonne humeur, son côté détendu, au travail. Et ça a été le fil conducteur de toutes nos séances sur comment il allait emmener ça dans sa communication. Finalement, la flexibilité, la joie, la bonne humeur qu'il avait à danser, comment il emmenait tout ça dans son travail. Et finalement, tout a découlé très naturellement derrière parce qu'il y avait ce frein-là chez lui qui ne s'autorisait pas à être l'ensemble de ce qu'il était. Comment t'en es arrivé à toucher du doigt la danse? Parce que c'est ça qui est quand même le waouh de « Ah, ça y est, j'ai trouvé ». Et ça, c'est la magie du coaching. J'aurais du mal complètement à te répondre parce que pour moi, c'est l'écoute vraiment présente, l'écoute vraiment active, l'écoute de ce qu'il dit, de ce qu'il dégage, de ce que je ressens, de ce que j'entends, et écouter mon intuition. Donc, quand il y a des images comme ça, c'est plutôt moi, quelque chose qui monte en moi, et je demande s'il m'autorise à partager une image qui m'est venue. Mais c'est vrai que l'image, souvent, permet de prendre une certaine distance sur la situation et est plus facile à regarder ou à intégrer, et on peut faire plein de parallèles. Donc, c'est finalement un gros morceau, mais qui est assimilable plus facilement parce qu'il y a une distance. Donc, j'ai pas de secret, il y a pas de, ça s'enseigne pas, je pense, comme ça. C'est quelque chose, je pense, avec l'alliance, la qualité d'écoute, la présence, le travail sur soi, et oser aussi partager quelque chose qui vient en nous. Il aurait très bien pu me dire pas du tout, et c'est OK, en fait. Très bien, il n'y a pas de souci. Mais cette fois-là, en tout cas, c'est quelque chose qui a marqué l'ensemble de son coaching. Et à l'issue du coaching, est-ce que tu as eu la sensation que cette image le portait encore et de quelle manière il avait pris possession de ses fonctions Ouais. Tout comme sur un plancher de danse, il s'est autorisé à prendre plus de place. Beaucoup des dirigeants, c'est étonnant, mais pensent qu'ils prennent déjà trop de place. Ouais, c'est assez, c'est un beau paradoxe et sans prendre l'ensemble où ils ne s'autorisent pas. Et donc, il s'est autorisé à prendre plus de place, sans prendre la place des autres, mais en prendre plus de place, à être plus connecté aux autres aussi, à aller danser un peu plus avec les autres, finalement. On a utilisé beaucoup le parallèle aussi de comment tu vas aller plus danser, comment tu vas plus co-construire, comment tu vas communiquer pour donner envie. Donc oui, c'est resté jusqu'à la fin et c'est toujours resté notre petit... il m'envoyait parfois des textos en disant « Aujourd'hui, j'ai vraiment réussi à danser avec mon équipe. » Et je savais que ça, pour lui, c'était le summum, en fait. Donc oui, c'est resté jusqu'à la fin et je pense que ça va lui rester dans son parcours. Et je pense même qu'il a compris l'importance dans son management
de comprendre un peu l'essence de l'humain en face de lui pour l'aider aussi à trouver son propre style. Ça lui a permis de comprendre qu'il n'a pas besoin d'avoir le style du voisin qui peut très bien réussir, mais de vraiment prendre l'ensemble de ce qu'il est pour le mettre à profit et être bien finalement, combiner le bien-être et la performance finalement. Ouais, c'est ce qu'on cherche. Hein. C'est ça. Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, en tant que coach dans ce coaching? Ce qui m'a marqué, je pense, c'est encore une fois la puissance que peut avoir une image ou une intervention du coach ou des mots sans tout comprendre, et on n'est pas là pour comprendre en fait. Donc c'est comme si on avait semé une petite graine et que derrière, des fois ça pousse là, des fois ça poussera plus tard ou pas. Et là, de voir un déclic énorme comme ça, qui est structurant, ça me touche toujours en fait. Pas parce que c'est moi qui l'ai posé, c'est pas ça, c'est pas lié à j'ai réussi, c'est plus lié à wow, le champ du possible vient d'être ouvert pour lui et il est en train de s'éclater. On passait d'une situation où la personne ne dormait pas, ce qui arrive souvent, hein, beaucoup de stress ou de pensée, une charge mentale très forte. Et finalement, le fait de discuter, de faire le ménage un peu dans tout ça et revenir vraiment à l'essentiel et autoriser finalement l'émancipation quelque part de qui chaque personne est et d'oser affirmer son style, ça me touche toujours, en fait. Je trouve ça toujours hyper beau de voir que c'est possible d'avoir finalement de l'impact assez rapidement. On peut faire plein de séances de coaching, mais finalement, il y a des séances où ça laissera une trace plus fondamentale dans le développement de la personne. Et pour faire un parallèle, peut-être un petit méta, Oui. Comment tu décrirais, toi, ton style de coaching? Mon style de coaching. Mon style de coaching, une alliance forte, ça c'est évident, très rapidement. Ça, je le sens dès la séance 0. Donc, la séance 0, hein, c'est une première séance, comme tu sais, Johanna, où c'est un premier contact avec la personne éventuellement qu'on va coacher pour voir s'il y a affinité. Et pour moi, la relation commence déjà là. Donc, c'est pas une séance de coaching, mais pour moi, c'est ça, la relation se crée fortement là. Je m'excuse, j'ai oublié ta question au passage. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est ton style de coaching. C'est de rappeler, en fait, pour les personnes qui ne connaissent pas cette séance-là, la personne qui se fait coacher va avoir le choix de coach. Généralement, le RH ou ce manager va lui proposer plusieurs types de profils. Et donc, c'est là que tu appelles la séance 0. Où en fait, ça peut dépendre, mais généralement, c'est une demi-heure avec le coaché ou ça peut être... Moi, je passe 1 heure. Voilà, 1 heure, Tana. Au moins, vous le savez. Et dans ce cas, tu as un premier, en fait, un fit ou pas, hein, en fait, avec le coach ou le coaché, d'ailleurs, dans les deux sens. Ouais. Et donc, je te posais la question, quel est ton style? Mon style. Donc, en effet, et pour moi, ça se... la personne va percevoir très rapidement mon style à ce moment-là parce que je l'explicite aussi, parce que ça doit être un choix mutuel, en fait. Et donc, souvent, ce que je leur explique, c'est... on va adresser le cœur des sujets, c'est-à-dire que oui, je vais gratter donc un style où je vais quand même challenger constructivement et positivement, mais je ne vais pas laisser sur une impression de, comme on parlait des objectifs tout à l'heure, de surface. On ne va pas rester à la surface. Donc, très rapidement, je vais gratter un petit peu pour voir quel est un peu plus le vrai sujet, qu'est-ce qui est vraiment au cœur de tout ça. Donc, ça prend des gens qui sont prêts et qui ont envie aussi de ça. Donc, je vais beaucoup utiliser, tu le disais, mon côté canadien, la communication directe. Donc, en effet, je ne vais pas rester dans l'implicite. La culture française est beaucoup dans l'implicite, en fait. Et c'est vrai que je vais avoir tendance très naturellement à ramener tout à l'explicite. Donc, à dire, si la personne m'exprime quelque chose, mais que j'entends quelque part ce qu'il y a dans l'implicite, je vais vérifier si j'ai bien compris. Donc, si j'ai bien compris, tu n'es pas à l'aise avec cette situation-là parce qu'il y a ce contexte-là. Pour que la personne puisse réorienter, c'est pas ça. Mais qu'on ne soit pas dans une discussion un peu parallèle de chacun à son langage, mais qu'on est vraiment ensemble et on se comprend. Ça va être assez détendu, en fait. Je ne suis pas une coach formelle. J'aime bien aussi me déplacer dans différents lieux. Ça peut être en marchant dans des parcs, dans des petites salles privées, dans des beaux salons d'hôtel.
Donc, je bouge beaucoup aussi pour qu'il y ait aussi ce mouvement, cette mobilité vers la transformation. Et c'est intéressant parce que plusieurs des personnes que j'accompagne, au départ, ne sont pas certains. Ils me disent: «Ah, je ne sais pas si j'irai là». C'est une façon de prendre soin de soi aussi, d'aller dans des beaux endroits. Oui. Et finalement, plus les séances avancent, plus ils se challengent eux-mêmes et ils découvrent que ah, ben, c'est agréable et c'est simple en fait. Donc, il y a ce côté-là et beaucoup d'humour. J'utilise beaucoup l'humour avec les personnes que j'accompagne parce que ça n'a pas besoin d'être une prise de tête pour moi, coaching. Le coaching, il amène vraiment des transformations, surtout si on vient chercher ça. Et même si on ne vient pas le chercher, ça va emmener ça. Mais pour moi, ça peut être fait aussi avec légèreté et connexion forte avec la personne. Donc, je dirais que ça rassemble un peu les éléments de mon style. Ton essence. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que tu parlais beaucoup de cette connexion lors de la demande initiale avec la connexion aux émotions. Et tu parles du mouvement et les émotions, ça vient de mouvere, en latin, c'est le mouvement en fait. C'est marrant que tu mettes ça en mouvement parce que c'est vraiment ce que tu cherches au fond en fait. Oui, tout à fait. Oui, et moi je suis convaincue, et c'est ce que je trouve beau aussi dans le coaching, que le changement, il commence par soi, en fait. Le changement, il commence par soi et qu'ensuite, on peut avoir l'impact sur son environnement, son écosystème et la société, en fait. Et ça, je pense, ça vient en tout cas pour moi, finalement, pourquoi je suis coach aujourd'hui? Tu riras peut-être ou pas, mais pour moi, pour faire ma part, pour changer le monde, en fait, c'est aussi grand que ça. On n'ose ou pas le dire, mais pour moi, c'est ça. Et après, en tout cas, c'est avoir un impact positif sur mon environnement. Et pour avoir un impact positif sur mon environnement ou sur l'environnement des clients que j'accompagne, pour moi, c'est important qu'il se travaille sur soi, la prise de conscience de soi, qui je suis, l'impact que j'ai, mes émotions, pour ensuite avoir l'impact recherché vers l'extérieur, vers les autres, l'écosystème, la société, et ainsi de suite. Donc, je crois beaucoup à ce côté vertueux de faire le travail sur soi tout d'abord pour ensuite avoir un impact décuplé. C'est vraiment la systémie, en fait. Oui, tout à fait. On change quelque chose du système, même soi, pour pouvoir avoir un impact sur le système. Exactement. Est-ce qu'il y a un texte que tu aimerais nous lire ou un mantra que tu souhaiterais partager? Oui, il y a un texte et j'ai eu aucun doute dans le choix. Donc, j'ai amené un texte de Marianne Williamson, qui est écrivaine et conférencière américaine, qui a écrit une dizaine de livres. Et ça va comme suit. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être brillante, radieuse, talentueuse et merveilleuse? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Et voilà. C'est magnifique. Et j'ai même pas envie de te poser la question de pourquoi tu as choisi ces textes, mais je vais quand même le faire. Je trouve que les mots parlent d'eux-mêmes. Mais pour moi, c'est toujours ça en coaching. Ce que je vois beaucoup, c'est ça, c'est d'accueillir toute la grandeur qu'on peut chacun avoir si on libère nos peurs, si on sort des injonctions, de tout ce qui peut nous arrêter ou la peur du jugement, mais on a beaucoup plus de potentiel en nous que ce que parfois on ose. Et la différence pour certains, c'est peut-être qu'ils vont passer cette frontière-là avant, mais toute cette lumière-là, elle est en nous en fait. Donc on a un potentiel qui est présent et c'est vrai qu'on en parle moins, mais la peur du succès et de tout ce que ça peut amener, elle est là. Et c'est vrai que c'est un peu ce que ça dit aussi. On peut avoir peur de « wow, quel est l'impact, jusqu'où je peux aller », ainsi de suite. Et on aborde assez peu ce côté peur de la lumière, finalement. Et c'est là que le coach intervient, parce que lui, il voit en la personne qui l'accompagne, en fait, toute cette lumière. Et c'est son rôle de percevoir cette lumière et de le faire briller. Donc, tout à fait. Ça boucle. Un peu un miroir qui vient montrer ce qui est là. Mais que la personne n'a pas vu ou ne reconnaît pas complètement pour qu'elle puisse la réintégrer vraiment en elle. Pour moi, c'est souvent la part, quand les personnes que j'accompagne viennent et disent « je ne me sens pas complet au travail », c'est souvent cette part-là qu'on va travailler pour qu'elle soit réintégrée dans la personne qu'ils sont. Et voilà.
Écoute, Chana, tu as répondu à toutes mes questions et je t'en remercie. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin, quelque chose que tu souhaites ajouter ou Mais peut-être pour ton audience qui est RH, finalement, ouais, en tant que RH, je pense qu'on a un rôle important à jouer sur le trait d'union qu'on peut faire entre les personnes de l'entreprise et les coachs. Et je pense que ce lien-là n'est pas neutre. Donc, j'encouragerais en tout cas les RH à rester connectés avec le coaching, avec différents coachs pour permettre aussi ces accompagnements-là dans les entreprises pour finalement avoir un plus grand impact et vraiment travailler sur ce qu'on cherche, je pense, hein, pour la plupart, cet équilibre entre le bien-être et la performance durable, en fait. Ouais. Écoute, je te remercie pour ce mot de la fin qui résume bien en fait ton parcours. C'est ça. Exactement. Voilà. Et puis, je vous remercie à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Merci, Chana. Merci à toi, Joanna.